Éradiquer la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable, c'est tout ce que vise l'objectif du développement durable numéro 2. Pour y arriver, l'un des principaux facteurs qui contribuent au changement des systèmes de production agricole et d'évolution du monde rural est la recherche agricole. Quel en est l'état des lieux aujourd'hui en Afrique et au Bénin? Décryptage avec les experts et spécialistes du domaine. Sur ce plateau, Dr Abdou Tenkwano, il est le directeur exécutif du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Et puis, juste à côté, Dr Alex Gbeliho Zofou, directeur scientifique de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Professeur Morissette Wali Ngoran, enseignant-chercheur. Et puis, le dernier, professeur Brice Augustin Saint-Saint, le plus connu par ici, ingénieur agronome de formation, enseignant-chercheur spécialisé en conservation des ressources naturelles, sacré meilleur scientifique africain en 2017. Il a été aussi recteur de l'université d'Abomey-Calavi et que sais-je encore. L'objectif des politiques agricoles ne peut pas être seulement d'augmenter la production, mais elles doivent également permettre l'amélioration des revenus, de la nutrition et des conditions de vie des agriculteurs. Messieurs, est-ce qu'on est d'accord pour commencer? Docteur. Absolument, monsieur a aussi, merci de nous recevoir sur ce plateau, justement parce que le développement, ça va au-delà de la simple production. Il faut aller sur la chaîne de valeur qui donc prend depuis la production jusqu'à la transformation et qui, en principe, doit faire vivre tous les acteurs tout le long de cette chaîne. Nous sommes donc parfaitement d'accord. D'accord. Professeur Morissette, il faut viser plus loin que la production. Bien sûr, il faut produire en quantité pour assurer la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la sécurité alimentaire, il faut voir les trois piliers. La production en quantité, comme vous avez dit, mais la qualité et également l'accessibilité. Donc, ça fait un clin d'œil justement à la réduction de la pauvreté de nos producteurs. C'est ça. Un des impacts les plus visibles de la recherche agricole pour le développement dans le monde a été la révolution verte en Asie. Mais au Bénin, où nous sommes, et comme partout en Afrique, d'ailleurs, la révolution verte n'a pas encore donné les résultats escomptés. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, professeur Brice Saint-Saint? Merci, monsieur le journaliste. Les pays qui se sont engagés dans la révolution verte, ça a été une politique, ça a été une décision de donner la priorité à la production, à la productivité, à la distribution et comme l'a dit le directeur exécutif du CORAF, aussi aux chaînes de valeur. Il ne faut pas seulement produire avec son panier au marché, il faut aussi voir comment on peut donner aussi un peu plus de valeur ajoutée à cela. Mais ce sont des décisions politiques, c'est des choix de développement stratégique avec priorité sur l'agriculture. Je veux dire, nourrir d'abord le sol. Ça tout parle quand même du support. Il faut s'occuper du sol, il ne faut pas déboiser, épuiser et courir ailleurs. Donc on y a pensé. L'outil de travail, ce sont des États qui se sont engagés pour améliorer l'outil du travail. Vous envoyez des techniciens aujourd'hui en disant mais retournez à la roue. Malgré tout ce qu'ils ont accumulé comme compétences normalement en agriculture, ils vont se poser la question de savoir est-ce qu'il faut encore aller se courber sur la joie. Et puis, tous les facteurs de production. Je veux parler des intrants, je veux parler aussi des crédits agricoles. Il faut aussi aider le producteur à disposer de crédits en début de campagne. Il faut aussi l'aider à animer les chaînes d'écoulement. Je crois que c'est tout cet ensemble qui fait qu'on peut parler réellement de révolution verte et ça définit une politique. À votre avis, docteur Alex Gbeliho Zofou, la recherche agricole a-t-elle pu fournir des éléments objectifs qui alimentent les décideurs politiques?
Merci beaucoup. Et, monsieur le journaliste, je commencerai par dire d'abord que l'agriculture, c'est la vie. C'est la vie parce qu'on ne peut pas vivre sans les produits de l'agriculture. Et si on devrait soutirer des ménages, des marchés, aujourd'hui des magasins, tous les produits de l'agriculture, je crois qu'on ne subsisterait même pas 72 heures. C'est un tout, l'agriculture. Il y a les supports de production, il y a les moyens de production, il y a tous les acteurs qui entrent dans la chaîne de production. Il y a les producteurs d'intrants, il y a les agriculteurs même, il y a les transformateurs, il y a les, les transporteurs. Donc, il faut un package pour favoriser aussi l'évacuation de la production des champs vers les lieux de consommation. Donc, la recherche agricole est à l'avant-garde et fait beaucoup, même si les espoirs ne sont pas totalement accomplis. La recherche fait beaucoup. J'aurai l'occasion tout à l'heure, certainement, de donner des exemples sur ce que la recherche agricole a pu faire au Bénin pour des avancées notables. Tout à fait. Je vous relance en même temps. Je demandais tantôt si la recherche agricole a-t-elle pu fournir des éléments objectifs qui alimentent les décideurs politiques. Si je prends un exemple, aujourd'hui, et nous avons le Programme national de la recherche agricole qui est arrimé au programme d'action du gouvernement 2. Donc, nous sommes en phase totalement avec le programme national. Donc, le pouvoir a fait les grandes orientations, il est vrai, et nous accompagnons, nous arrimons. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Et je peux donner quelques exemples des avancées de la recherche. Oui, pourquoi pas. Et les exemples sont légion. Et au Bénin ici, d'abord, si nous prenons le palmier à huile, il est vrai, le Bénin n'est pas une zone marginale pour la production de palmier à huile, mais nous faisons des avancées notables. Ça ne se sait pas. Le Bénin produit énormément d'éléments qui permettent, qui sont exportés, qui permettent à d'autres pays, par exemple, d'avancer. Même au Bénin ici, il y a le programme de développement des petites exploitations agricoles par rapport au palmier à huile. Et cette année, je peux vous dire que c'est des milliers de plants de palmier à huile qui ont été déversés dans nos campagnes. Il y a aussi le karité. La recherche a pu travailler pour ramener le temps d'entrée en production des arbres de karité qui était de 20 ans à 4 ans. Donc 16 ans de gagner. Donc voilà autant d'éléments, et on peut parler d'autres secteurs également, d'autres spéculations telles que le riz, telles que l'ananas, telles que l'anacade. Et nous accompagnons le programme du gouvernement qui a l'ambition d'installer 500 000 hectares d'anacaderaie, et nous travaillons à pouvoir mettre tous les intrants à la disposition pour cela. Il y a aussi le système national de la recherche agricole du Bénin. Tout ce dont vous venez de parler, c'est la recherche qui a permis ça. Oui. Bien sûr. Professeur Brice Saint-Saëns, est-ce que les chercheurs travaillent vraiment sur des techniques et des modèles adaptés aux besoins des groupes cibles, en particulier les petits agriculteurs? Parce que vous me direz qu'ils sont aussi importants. Exactement. Il faut distinguer les institutions de recherche au niveau d'un pays. Les pays se structurent pour avoir des institutions, j'allais dire, de réponse rapide. Nos centres de recherche agricole, les instituts de recherche agricole, le mandat, la mission, c'est que s'il y a un problème qui se pose à l'agriculture, de façon concrète, et problèmes pour lesquels souvent il y a eu des réflexions profondes en amont. Les paquets technologiques doivent être contextualisés. Ce que la recherche scientifique, je ne veux pas dire théorique ou recherche fondamentale, ce sont des termes qui parfois se laissent difficilement comprendre parce que la jonction entre l'application et le fondamental parfois n'est pas bien saisi, et on croit que les deux évoluent de façon parallèle, ce qui est faux. Une très belle théorie conçue, travaillée,
qui génère des résultats a beaucoup de perspectives d'application, et très souvent. Et dans l'application, quand vous manquez, j'allais dire, des solutions à un problème donné, mais c'est toujours la théorie qui aide à comprendre, j'allais dire, les causes basiques. Globalement, les instituts de recherche travaillent pour répondre rapidement aux programmes des gouvernements. On a créé les universités pour être un peu en amont, à savoir la libre réflexion, mais toujours contextualisée. Je suis du Bénin, je ne peux avoir de thème de recherche que par rapport au contexte du Bénin. Quand même j'ai eu ma formation en Europe, c'est pas ici que je vais développer la sylviculture du chêne, du hêtre, c'est absurde. Je ne peux prendre que les cas de mon environnement. Mais je peux choisir d'étudier des aspects qui, théoriquement, n'ont pas une portée en évidence rapide d'application. Et lorsque on arrive à l'application, on a à la fois l'explication causale et on a l'explication des effets. Vous voyez, le rendement chute. Le rendement chute parce que bon, les engrais auraient été peut-être mal dosés, mal sur ça. Une station de recherche agronomique tout de suite va faire des expérimentations et va vous dire voilà la dose optimale selon le type de sol, selon les conditions d'application. Mais il a fallu que certains réfléchissent d'abord aux propriétés de tel ou tel élément chimique pour que cela puisse aider les chercheurs à répondre à cela. Et donc les pays se sont structurés dans ces diverses institutions pour qu'il y ait complémentarité globale au niveau du système de recherche agricole. Et donc oui, il y a énormément, comme il a dit, de paquets technologiques, de tout ce que les idées ont permis d'élaborer. Ce qui manque souvent, c'est le maillon du bureau, du laboratoire du chercheur à l'entreprise, à l'industrialisation. Ce maillon manquant est souvent le problème du gap entre les idées et les technologies et leur mise sur le marché pour faire des innovations. Puisque là, tout de suite, nous allons à la valorisation. Très bien. Et au niveau régional, on va dire, que direz-vous en termes de bilan par rapport aux avancées, bien sûr, de la recherche agricole? En termes de bilan, je dirais, comme mes prédécesseurs, il y a beaucoup qui est fait au niveau de la recherche. Comme il a dit tantôt, aujourd'hui, on fait de plus en plus de la recherche-développement, c'est-à-dire quoi? Ce sont les préoccupations des producteurs qui sont traduites en questions de recherche. Et donc, le chercheur va travailler à répondre à ces préoccupations. Donc, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des organisations des filières. Je le disais hier, il faut que les filières soient organisées afin de faciliter la tâche aux différents acteurs et principalement aux chercheurs que nous sommes. Parce qu'il y a un journaliste qui disait hier que les chercheurs sont difficiles à approcher, on n'a pas le temps et tout. Donc, c'est cette barrière-là qu'il faut casser entre le milieu rural et puis, le milieu des chercheurs. Il y a des solutions qui sont trouvées. Maintenant, il est question de les mettre à l'échelle. Donc, les moyens et vraiment toute l'organisation qui accompagne. Et également l'aspect politique. Okay. D'accord. Il y a aussi une question qui se pose souvent, la valorisation des résultats de recherche. Les chercheurs ont beau travailler, mais comment est-ce qu'ils valorisent après leurs travaux de recherche? Professeur, vous avez une réponse à cela? Je vais essayer. C'est une question très complexe, mais d'abord, pour revenir sur la question de la finalité de la recherche, il y a deux dimensions essentielles. Oui. Le professeur Saint-Saëns l'a dit, il faut être réactif pour résoudre des problèmes qui sont posés à l'agriculteur, aux producteurs, et aussi se projeter dans le futur par la prospective et l'anticipation. Comme il a dit encore, s'il y a des solutions aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi en amont et qui ont fait ce travail-là. On a tendance à vouloir très souvent privilégier la réactivité par rapport à l'anticipation. Or, il faut les deux ensemble. Ceci dit, la recherche a très souvent cette qualité-là
qu'elle produit des prototypes. Et ces prototypes doivent être mis à l'échelle pour pouvoir, lorsqu'ils sont massifiés, résoudre les problèmes sur le terrain. Vous avez à l'écran le coton qui apparaît très fréquemment. Oui, le coton. Nous avons travaillé, par exemple, à valoriser les tiges de cotonnier. Qu'est-ce qu'on fait des tiges de cotonnier? Il n'y a pratiquement rien à quoi elles servent. Le matériau ne se dégrade pas facilement, on finit par le brûler. En le brûlant, on détruit le sol qui est la base de la production et on pollue l'environnement par la fumée, etc., etc. Le CORAF avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a entrepris un projet qui nous a permis de tester un prototype à partir duquel les tiges sont transformées en contreplaqué et donc alimentent la menuiserie. Vous voyez, donc on développe toute une industrie à partir du champ qui est arrimé au champ et qui permet donc de pouvoir intéresser les jeunes à l'emploi. Mais j'ai dit qu'il s'agissait d'un prototype. Il faut que les politiques le sachent et que les politiques le sachent et se l'approprient pour les transformer en projets de développement qui feront donc appel à des financements, peut-être du secteur privé, pour intéresser nos jeunes et les faire travailler en étroite collaboration avec les producteurs. Donc voilà un exemple concret qui peut-être dans quelques années, quand on se rappellera qu'on fait maintenant du contreplaqué avec des tiges de cotonnier, on ne se souviendra pas forcément que ça a été réfléchi longtemps avant, en amont. Voilà fait. Donc... oui, professeur, vous avez un complément de réponse, certainement. Oui, non, c'est ce que je voulais dire, c'est... oui, les solutions apportent parfois des problèmes, disons, en agronomie simple. Il faut éviter trop d'exportation. Nous exportons déjà le rendement. Vous produisez du maïs, en fait, vous prenez les pieds. N'oubliez pas que ça vient du cycle géochimique du sol. C'est-à-dire que c'est le sol qui a pu mobiliser beaucoup de nutriments pour alimenter la plante et développer la biomasse que nous voyons. Donc, dans une agriculture, j'allais dire plus ou moins équilibrée, on devrait retourner l'essentiel de ce que le sol a pu dégager comme effort pour produire comme la biomasse au sol. Sinon, si nous exportons tout, nous risquons encore de l'appauvrir. Donc, il faut trouver aussi des techniques pour que, je pense, nous pouvons produire d'autres bois pour faire des contreplaqués, mais pour que ce qui reste, ce qui sort au moins de l'agrosystème, puisse lui être retourné en partie. Parce que même si nous retournons, ce n'est pas évident que nous puissions tout compenser. Il est nécessaire de faire agir, j'allais dire, les engrais minéraux. On pense beaucoup plus maintenant aux engrais organiques, tant mieux. Mais il faut nourrir aussi le sol. Le sol n'est pas comme... Si j'élève un bovin et qu'il tombe malade, tout de suite, je vais voir le vétérinaire. Mais quand le sol crie, je suis fatigué, je suis affaibli, qui l'écoute, qui l'entend, qui intervient. Donc là aussi, il faut penser à retourner énormément de matière exploitée du sol au sol pour être sûr que le système reste plus ou moins équilibré. Mais je suis tout à fait d'accord que ce qui était jeté, ce qui était mal utilisé, au moins maintenant est recyclé et aussi peut apporter des revenus aux producteurs. À savoir que si ce business de tiges de coton se développe, on suppose quand même que les gens ne viendront pas gratuitement, ne viendront pas sans rien donner à l'agriculteur pour prendre. On n'entend pas souvent le cri des sols, peut-être parce qu'on n'arrive pas à décoder leur langage. Oui, on peut décoder, mais on ne peut pas prêter attention. Comment on décode? On peut décoder le cri de cœur des sols par, j'allais dire, la qualité de la production, la santé même de la plante. Parce que c'est son support, c'est du sol que la plante va tirer tous les éléments nutritifs. Et donc, si le sol est malade, vous allez voir 2 parcelles voisines, s'il y a une portion de sol qui est malade, les plantes, en termes de vigueur et
le développement dans tout son sens sera préparé. D'accord. Et donc, Vous avez parlé d'exportation tout à l'heure. Je pense que, et j'y crois, que d'ici quelques mois, ce problème sera résolu. Il n'y aura plus autant d'exportations comme on l'a vu par le passé, surtout grâce à la réalisation du grand projet à Glodjigbe, la zone industrielle de Glodjigbe. Je pense que bientôt nous verrons tous les résultats parce que, comme le disent certains, il y a du lot qui se fait de l'autre côté. Il ne manque pas de politique de soutien à l'agriculture au Bénin. Comme toujours, la promotion des filières agricoles demeure une priorité du gouvernement béninois. Et dans le souci d'assurer la réussite de cette entreprise, nous avons entendu parler de la création d'un projet dénommé Cadre de concertation pour la promotion des filières agricoles. Initiative de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Vous allez me demander qui sont les membres de ce cadre. Les membres de ce cadre de concertation. Et il s'agit du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, les directeurs généraux des agences territoriales de développement agricole, plus les points focaux, les organisations des producteurs de chacune des filières qui ont été évoquées tantôt, les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le directeur du Fonds national de développement agricole et un de ses collaborateurs, le directeur de la qualité des innovations et de la formation entrepreneuriale, plus un point focal. Il y a également... Ils sont bien nombreux là. Ils sont nombreux. Le directeur de la production végétale, le directeur de l'élevage et un collaborateur, le directeur des productions halieutiques, le directeur du génie rural, le directeur de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles de l'entrepreneuriat agricole, le président de la, là c'est très important, le président de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles, et enfin l'expert appui à la promotion des filières de la cellule technique d'appui aux agences territoriales de développement agricole. Mais comment ce cadre de concertation, je veux dire, fonctionne-t-il? Nous savons qu'une filière est basée sur plusieurs maillons. Tout à fait. L'organisation d'une filière va, pour ce qui concerne les filières agricoles, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation, la conservation, le transport, etc. Okay. Et il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne d'une filière agricole. Et je ne veux pas donner d'exemple, mais vous avez les producteurs, vous avez les fournisseurs d'intrants, vous avez la main-d'œuvre, vous avez les intrants de tout genre, okay. Vous avez les transporteurs, vous avez les revendeurs, etc. Donc, la politique de ce creuset, c'est de pouvoir mettre tous ces acteurs en synergie et développer des politiques qui permettent effectivement à ces filières de se développer, afin que tous les maillons de la chaîne puissent profiter effectivement de ces filières et apporter de plus-value aux filières, pour qu'au finish, ce soit le développement aussi bien des acteurs de la chaîne que le développement de notre pays. Très bien. Que pensez-vous, vous autres, de cette initiative, Dr. Tenkwano? Les cadres de concertation sont toujours de très grande utilité. La démarche que nous suivons au niveau de la recherche, c'est ce que nous appelons des plateformes d'innovation, qui sont des cadres de concertation qui mettent en relation les chercheurs avec le producteur et les utilisateurs finaux et même ceux qui peuvent apporter leur contribution financière afin qu'ensemble, ils fassent de la co-création de la solution. C'est de ça qu'il s'agit, pour faciliter l'appropriation des résultats. La concertation est absolument indispensable. Mais au-delà de la concertation, au niveau d'un pays, au niveau d'une communauté, il faut que nous réalisions que nous avons des problèmes qui transcendent les frontières. Et c'est dans ces domaines-là que très souvent, la mutualisation, la priorisation, et puis aussi peut-être
le sens partagé de responsabilité, que tel pays accepte de s'investir plutôt dans telle filière que dans telle autre au profit de tous les autres pays, devient importante. Et donc la concertation quitte le terrain local, le terrain national, pour aller au niveau régional. Et c'est dans ce domaine que le CORAF agit surtout avec la CEDEAO. Vous avez peut-être entendu parler du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Bon, on parle de productivité, mais ça va au-delà de cela. Et pour lequel le Bénin a accepté très généreusement, au nom de tous les pays, d'abriter un centre de spécialisation sur le maïs, où la recherche est faite avec les ressources qui viennent du Bénin, mais aussi de la région, afin de profiter toute la région de la CEDEAO et même au-delà. Et d'autres pays choisiront de se spécialiser comme la Côte d'Ivoire sur la banane plantain, ou le Sénégal sur les céréales sèches, ou le Burkina Faso sur les fruits et légumes. Donc les cadres de concertation quittent le domaine local, national, pour aller au niveau régional. D'accord. Et ce creuset, il est bien différent du système national de la recherche agricole du Bénin, SNRA? Oui, effectivement, ce creuset est différent, mais il y a une certaine imbrication. Parce que, peut-être que je l'ai cité tout à l'heure, oui, les acteurs de ce creuset, de ce cas de concertation, vous avez la recherche, vous avez le directeur général de l'INRAB, vous avez d'autres structures, et l'INRAB se retrouve encore dans le SNRA. Donc, le SNRA, c'est le Système national de recherche agricole du Bénin, qui met en synergie tous ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche agricole au Bénin ici. Et on peut dire que ça a été c'est une réussite pour notre pays. Et pendant que nous parlons, il y a les chercheurs, les enseignants des université d'Abomey-Calavi, université de Parakou, université nationale d'agriculture, les ONG qui s'investissent dans la recherche agricole sont en conclave maintenant pour l'actualisation du programme national des recherches agricoles du Bénin. Donc, c'est un creuset qui met en synergie tout ce monde pour pouvoir faire des avancées notables dans la recherche agricole et en accompagnant le programme d'action du gouvernement. Donc voilà ce que je peux dire. Professeur Brice-Augustin Sincin, comment appréciez-vous tous ces efforts? C'est des gens qui ont le pied dans l'herbe, au champ, qui parlent. Donc, ils parlent avec assurance et ils parlent avec des précisions. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, au-delà de ce qu'ils ont dit, la filière, c'est une question de marché. Parce que vous produisez quand même pour placer quelque part. Ce n'est plus forcément l'autosubsistance alimentaire qu'on a essayé de développer au début des années 60, après les indépendances. L'Afrique a faim, il faut aider l'Afrique à se nourrir. Maintenant, l'Afrique exporte. Oui. L'Afrique place sur le marché. Et c'est là tout l'intérêt de toujours se poser la question de savoir, mais sur quel marché vais-je placer tel produit, après lui avoir accordé aussi tel degré de soin. Parce que la question des normes, forcément, rentre dans le jeu. Et selon que vous exportiez en Europe ou au Nigeria, ce n'est déjà plus les mêmes normes. Ce que vous apportez, déjà, vous appelez à la frontière du Nigeria, et bon, ils ramassent tout, on déverse simplement les camionnettes sans même savoir si on a nettoyé le fruit ou non. Arrivé en Europe, on va vous dire non. Voilà un certain nombre déjà de critères, même parfois au niveau du champ. Est-ce que vous avez déjà respecté tel soin au niveau des champs, au niveau des plantations, au niveau Donc, il faut aussi penser à la destination finale. Au-delà du fait qu'on produit, on vend, on va au marché, chacun achète et rentre chez lui. Non, de plus en plus, ce sont des agro-businessmen maintenant qui se mettent dans le jeu et qui doivent viser de grands marchés, d'où les contraintes des normes. Et il faut aussi qu'ils soient déjà bien informés. Quand vous visez tel marché, attention, voilà tout ce que vous allez vérifier depuis votre champ jusqu'au conditionnement et à l'envoi. Donc voilà à peu près. D'accord. Quand on parle des normes, est-ce qu'au CORAF, on y pense? Quand on parle de
d'agriculture durable, je pense que tout cela est pris en compte. Et comme il a dit, depuis le champ, depuis la production jusqu'à la transformation, à l'exportation et la consommation, je pense qu'il y a des normes à respecter. Et comme il a dit, aujourd'hui, certains pays acheteurs demandent par exemple que la production soit faite dans les conditions dites biologiques, production bio. Donc tout est surveillé depuis la production jusqu'à la commercialisation. Donc je pense que les normes sont à prendre en compte et le CORAF intègre cela dans son plan d'action. D'accord. Et depuis 1990, l'INRAB utilise l'approche recherche-développement pour accompagner et faciliter l'introduction des innovations auprès des utilisateurs finaux. Mais cette approche a connu certaines insuffisances liées notamment à son coût et à la faible prise en compte des acteurs institutionnels au niveau local surtout. Monsieur le directeur scientifique, est-ce que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin a commencé par travailler pour combler cette insuffisance, surtout pour améliorer l'approche de recherche-développement? Merci beaucoup. Et la recherche travaille pour générer des technologies. Lesquelles technologies doivent aboutir au niveau des utilisateurs finaux. Oui. Si ce transfert n'est pas fait, c'est que la recherche a péché, n'a pas encore atteint son objectif. Même si le chercheur a atteint son objectif de recherche, tant que ce n'est pas utilisé sur le terrain, ce n'est pas encore fait. Nous travaillons beaucoup à cela. Il est vrai, on n'a pas encore réussi à 100%. Mais nous avons des mécanismes. Le cycle de gestion de la recherche agricole, par exemple, où nous avons un événement important que nous appelons Comité régional de recherche développement, qui met ensemble les chercheurs, les innovateurs et également les producteurs ou les utilisateurs. Parce que parmi les utilisateurs, il n'y a pas que les producteurs. Il y a les producteurs, il y a les transformateurs, il y a les commerçants qui viennent avec leurs exigences. Donc, au cours de ces assises, les utilisateurs finaux, il y a aussi les fabricants d'outils, ceux qui fabriquent les outils agricoles, qui viennent poser leurs problèmes, poser leurs contraintes qui sont prises en compte par les chercheurs qui vont dans leurs laboratoires, dans leurs unités de recherche pour tenter d'apporter des solutions. Donc ces solutions sont exposées après aux producteurs. Et quand les solutions sont effectivement adaptées aux situations qui ont été évoquées, et ça prend. Et c'est quand ça prend vraiment que le chercheur peut se frotter les mains. Tout n'est pas encore parfait, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Nous l'espérons aussi. Et le Bénin, depuis ce 19 juillet 2022, abrite un symposium sur l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce symposium est une initiative du CORAF, Conseil Ouest et Centre africain pour le développement et la recherche agricole, de concert avec l'Institut national des recherches agricoles du Bénin dans le cadre du projet de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. TASPO, les échos dans ce reportage. Faire l'état des lieux en matière de recherche agricole, faire le point des acquis de recherche agricole transférables, mettre en réseau des acteurs pouvant générer de nouveaux projets pour pérenniser les acquis. C'est ce qui est attendu de ce symposium qui vient de s'ouvrir. Dans nombre de nos pays en développement, le lien entre la recherche scientifique et le développement agricole est relativement faible. Les effets immédiats pouvant découler de la recherche axée sur l'agriculture sont si difficiles à démontrer parfois que les investissements dans ce domaine sont très faibles et parfois rares. Le lien entre la recherche axée sur l'agriculture et la sécurité alimentaire est avéré. Les institutions de recherche sont amenées au regard de ce lien à s'organiser pour s'adapter à l'aménagement des ressources et aux transformations rapides dans le domaine de la recherche agricole. Il me plaît de lancer un appel à toutes les institutions de recherche agricole de l'espace à faire un pas en avant en formalisant davantage les systèmes nationaux de recherche, en faisant reconnaître officiellement les systèmes nationaux de recherche agricole par les gouvernements
les doter de politiques de recherche scientifique et technologique adossées aux politiques nationales de développement. Ce mécanisme ainsi décrit constitue le socle de la révolution qu'a lancé le gouvernement béninois dans le secteur agricole du pays. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action pour la période 2021-2026, a mis un accent particulier sur la transformation de l'agriculture avec pour socle la génération, la diffusion et l'application des technologies et innovations. Le Bénin est déjà désigné pour abriter en 2024 la 14e session ordinaire du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Plusieurs pays sont réunis pour faire le bilan des technologies et innovations agricoles disponibles pour faire face aux situations d'urgence et de post-urgence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dr Tenkwano, qu'est-ce qui a pu motiver l'organisation de ce symposium? Merci. Tout simplement, la nécessité, comme le dit le thème, faire l'état des lieux. Pourquoi est-ce que la situation ne change pas aussi rapidement qu'on aurait souhaité le voir changer et voir donc où se trouvent les nœuds d'étranglement, par exemple, et voir comment on peut ensemble relever les défis. Ainsi, il y a aussi le fait que les différents pays ne sont pas au même niveau. Il y a des expériences dans différents pays. En les mettant en commun, on a donc une sorte de fertilisation qui nous permet de résoudre les problèmes à l'intérieur de nos pays à partir de l'expérience des autres. Très précisément, un collègue de l'INRAB l'a dit, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées. Tant qu'elles n'arrivent pas à résoudre le problème sur le terrain, parce qu'on les aura utilisés, on n'a pas fini le travail. Et c'est le rôle de ce symposium que de prendre la mesure des approches qui permettent d'accélérer cette mise à disposition. Ça peut être des approches méthodologiques, ça peut être des approches d'adéquation entre la technologie et l'utilisateur, ça peut être des approches liées à l'investissement financier et donc la nécessité d'accompagnement par d'autres types d'acteurs. Et là, je rejoindrai ce que le professeur Saint-Cyr l'a dit tout à l'heure. Les normes deviennent essentielles. On vit dans un monde où l'on produit pour le marché. Les transactions avec le marché exigent de nous d'élever la qualité de ce que nous faisons. Les normes sont extrêmement importantes. La qualité des semences. On ne peut pas prendre des graines tout venant et les appeler semences. Il faut que nous soyons conscients de cela. On ne peut pas prendre n'importe quel type de fertilisant et dire que c'est un engrais. Il faut des normes. Ensuite, quand nous voulons exporter d'un pays à l'autre, il faut que nous exportions sans exporter aussi des maladies, des germes qui sont sur les cultures. Aujourd'hui, avec l'accord de libre-échange continental, notre marché africain s'est accru, mais pour pouvoir compétir, il faut que nous satisfassions à ces normes-là, absolument. D'accord. Voilà. Coalition et synergie d'action des acteurs de la transformation de l'agriculture, je parle de la vision du CORAF, bien sûr. Est-ce que cette vision-là se réalise de plus en plus? Je dirais oui. On a besoin de cette synergie, on a besoin de comme on dit, de se donner la main, parce que le problème qu'il y a au Bénin existe au Burkina, en Côte d'Ivoire et un peu ailleurs. Donc, on a besoin de cette coalition, mettre ensemble nos forces et pouvoir aller plus vite. D'accord. Merci. Professeur Brice Saint-Cyr, comment s'apprécie à votre niveau l'initiative? Je pense que j'ai déjà participé une fois à ces grands regroupements au niveau du CORAF et ce que j'avais noté à l'époque, je crois que c'est à Niamey, beaucoup de chercheurs y participent. Et comme ils l'ont si bien dit, c'est aussi le partage des expériences. En réalité, nos pays sont tellement imbriqués les uns dans les autres, du point de vue déjà du climat que nous partageons. Certes, il y aura un peu de péjoration climatique, un peu pluviométrique par-ci, par-là. Mais globalement, c'est le même produit.
que nous essayons de sélectionner par rapport au contexte local. Vous allez au Sahel, vous trouvez du maïs, vous trouvez même du manioc, le riz n'en parlons plus. Donc vous voyez, mais des gens qui travaillent, j'allais sur du matériel génétique dispersé par-ci par-là. À un moment donné, quand même, il faut qu'ils se retrouvent pour se dire, mais comment toi tu réussis, comment es-tu informé des avancées technologiques. Je crois que oui. Je disais hier que par rapport à cette rencontre, si nous prenons le cas des maladies et des ravageurs des cultures, par exemple, ces derniers n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas besoin de visa. Pas du tout. Voilà. Et donc, on cultive l'anacarde au Bénin, on en cultive en Côte d'Ivoire. Les problèmes que nous rencontrons en Côte d'Ivoire sont plus ou moins les mêmes qu'au Bénin. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se rencontre pour partager nos expériences, certainement. Et puis, ça nous fera gagner, j'allais dire, du temps et même de l'argent. Parce que si une technologie a déjà été expérimentée, par exemple, au Bénin, et en échangeant, on se dit, mais bon, on va s'appuyer sur ce qui est fait au Bénin et puis peut-être juste faire l'adaptation dans un pays. Très bien. Voilà, et quelle est l'implication du Bénin dans la mise en œuvre de ce genre de projet? On rappelle qu'il s'agit du projet de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales. Tout à fait. C'est un privilège pour le Bénin. Quand vous êtes choisi dans un lot de 20, de 30, ça veut dire que vous avez quelque chose qui a retenu l'attention. Et j'ose croire que le Bénin a été choisi à cause de la vivacité, de la vitalité aussi, et peut-être de l'efficacité de sa recherche agricole. Donc, c'est un programme de mise à échelle et qui a beaucoup de composantes. Et la mise en œuvre de tout ce programme sera bénéfique nécessairement pour le pays et pour les producteurs, parce qu'il s'agit de pouvoir trouver les mécanismes pour amener les résultats de recherche au niveau des utilisateurs. Donc, il y a tout, je ne vais pas me mettre à citer tous les outils qui seront utilisés, mais au finish, c'est le producteur béninois qui va gagner. C'est les acteurs des filières au niveau de notre pays. Plusieurs filières ont été ciblées qui vont gagner. Et c'est le développement de notre pays. Très bénéfique. En tout cas, les femmes et les jeunes semblent avoir une place prépondérante dans la cible de ce projet. Par exemple, selon vous, professeur Saint-Saint, que faire pour mieux intéresser cette tranche de la population à l'agriculture, femmes et jeunesse? Vous savez, le souci de tous les États aujourd'hui, c'est le problème d'emploi. Certains parlent d'employabilité. Si vous liez à ça le problème du genre qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir il faut équilibrer, si vous voulez, la distribution des tâches, mais aussi la distribution, le partage des revenus au niveau de tout le monde. Je crois que le vrai souci de tout gouvernement aujourd'hui en Afrique, c'est l'emploi des jeunes. D'une manière générale, garçon comme fille, étant donné que nous ne cessons de former les compétences dans divers centres. Il y a même des ONG aussi qui continuent cette formation. Et toute cette masse arrive sur le marché. Je peux vous jurer que si on ne résout pas le problème de l'emploi des jeunes, on va beaucoup mettre de l'argent à lutter contre le djihadisme. Ah oui, étant donné qu'ils vont devenir des proies faciles, ils vont devenir des appâts, grâce à de petits appâts qu'on va attendre. On dit, c'est le ventre qui est affamé. Est-ce que l'oreille va pouvoir suivre? Ou la conscience va-t-elle pouvoir suivre? Donc, je crois que c'est un gros challenge. Et s'ils ont visé bien fait de viser ce groupe, j'allais dire vulnérable, vu l'état actuel de la demande de notre économie en main-d'œuvre, je crois que c'est très, très important. Il a été conçu pour soutenir un pan important du plan stratégique du CORAP. Ce n'est pas un projet qui est en dehors de ce plan stratégique. Et notre plan stratégique
une vision très simple. Nous voyons une Afrique de l'Ouest et du Centre qui est très prospère, où l'on ne tend plus la main, où on vit de son agriculture. Et la seule façon de réussir, c'est d'améliorer la compétitivité donc, de nos pratiques, de nos marchés. Et là, il est clair que la technologie a tout son rôle et la mise à l'échelle telle qu'elle est prônée par TASPRO est l'une des voies. Mais je peux vous confier peut-être une information. Il y a un mois à peu près a été lancé à Lomé un nouveau programme qui s'appelle le programme de résilience et de sécurité des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Ce programme est un programme très ambitieux qui va mutualiser les efforts de 17 pays, les 15 de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, et va accélérer justement la mise à disposition des technologies. TASPRO vient un peu comme donc un pionnier qui va montrer comment faire cette massification rapide en travaillant avec les jeunes et avec les femmes. Cette frange qui est souvent laissée un peu pour compte, comme le professeur l'a dit, au partage des tâches, il faut aussi penser au partage des revenus quelque part. Et c'est ce que nous allons faire. Très brièvement, comment est-ce que vous appréciez la mise en œuvre au Bénin? Mon ami le directeur scientifique l'a dit. Personnellement, ma relation avec le Bénin date de très très longtemps dans le cadre de mon travail de chercheur. Et j'ai toujours trouvé des équipes très motivées, très engagées, très organisées. Et c'est peut-être cela, cette tradition-là de qualité, cette tradition de livraison des résultats qui fait que nous sommes confiants que l'exemple du Bénin fera école. Merci. Dans la sous-région. L'exemple fera effectivement école. Que faut-il? Nous sommes en 2022, mais alors que faut-il pour que l'Afrique engrange les bénéfices potentiels de façon concrète? Professeur, des recommandations? C'est difficile, ça fait de la géopolitique, ça fait de la macroéconomie. Je suis agronome, mes yeux sont tournés sur la parcelle agricole. Non, globalement, je ne suis pas ici un spécialiste de la question, mais je crois que pour moi, l'accent, c'est d'abord l'éducation. Il faut que l'Afrique résolve le problème de l'éducation, c'est-à-dire de mettre suffisamment de ressources à former les jeunes, à former ces acteurs. Vous voyez, tout ce que nous disons, on parle d'acteurs, mais il y a certes les seniors qui sont là, qui sont les mentors, mais il y a toute la jeunesse que nous formons et il y a même des gens qui viennent de secteurs totalement de disciplines, j'allais dire très éloignés, qui sont dans l'agriculture, qui trouvent que c'est quand même là que réellement on se réalise. Donc je pense qu'il faut donner beaucoup de priorité à ces écoles, à tous les niveaux, hein, les plus basses jusqu'aux plus élevés, afin qu'on forme à la compétence, on forme à la conscience. On forme à la conscience. Et je pense que, vu sous cet angle, si ce soubassement est réalisé, pour moi, alors la personnalité va être formée et on sera satisfait. D'accord. De nouveaux engagements de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin pour de grandes réussites. Merci. Et les engagements que nous allons prendre, c'est des engagements qui sont déjà presque mis en œuvre, en état de mise en œuvre. Nous sommes conscients de la mission qui nous est confiée. Et avec les moyens dont nous disposons présentement, surtout les moyens humains, et nous faisons vraiment ce que nous pouvons. Donc, notre souhait, c'est que les problèmes aujourd'hui de moyens humains soient réglés. Nous sommes, les effectifs sont très vieillissants, beaucoup sont déjà partis à la retraite, sont en train de partir à la retraite. Donc, il faut un renouvellement du potentiel humain de l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Les orientations sont déjà là. Elles sont déjà là et j'espère que si ce problème est réglé, le reste est facile. Le reste est facile. D'accord. L'avenir de la recherche agricole au Conseil ouest et centrafricain, j'y arrive. C'est
un avenir qui se construit et qui prend réalité de plus en plus au niveau des décideurs. À la faveur de la pandémie du Covid-19, on a pu se rendre compte que même quand on disposait d'argent pour importer, à cause des fermetures des frontières, on n'a pas pu acheter. Et même à l'intérieur d'un pays, les restrictions de mouvement ont fait qu'on ne pouvait pas toujours obtenir ce que l'on voulait parce que les marchés n'étaient pas approvisionnés. Du coup, la recherche, à notre sens, ne doit pas seulement contribuer à mettre à disposition des technologies performantes, mais elle doit travailler aussi dans l'ingénierie sociale pour favoriser une économie de proximité. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine nous montre encore plus l'urgence de nous développer et développer nos capacités à nous nourrir nous-mêmes. On ne peut pas se passer de la recherche pour atteindre cet objectif-là. Donc, en un mot, peut-être je dirais que le développement, on est de plus en plus conscient, passe absolument par la recherche. Professeur Morissette Ngora, un mot pour finir. J'insisterai sur la formation, les renforcements de capacités pour nous mettre à jour, parce que tout ce dont nous avons parlé, tout est dynamique. Le sol, les ravageurs, le climat, tout bouge, tout bouge. Donc nous devons suivre, la recherche doit suivre, j'allais dire, ce dynamisme-là. Et donc, comme le professeur Saint-Saint l'a dit tout à l'heure, pour l'Afrique, la formation, l'éducation, en tout cas, on ne cessera pas de le dire, est capitale. Et je termine en remerciant la télévision béninoise qui nous donne cette opportunité. À travers la télévision, c'est toute la République du Bénin qui a créé ce cadre d'échange, de rencontres scientifiques. Merci. À vous tous aussi, merci. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité aussi à l'ORTB. Bonsoir.